7% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez sur Unilever. Alors, est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille, en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ces vidéos ne sont pas un conseil d'investissement et en aucun cas à prendre comme tel. Je ne vous incite pas à aller prendre des placements financiers. Ces vidéos ne consistent seulement en une analyse technique, une analyse fondamentale et surtout une analyse quantitative que je vais vous faire. Donc, c'est à prendre ou à laisser. On est sur Unilever. Donc, Unilever, on est aussi donc sur la produit de consommation non durable. On va avoir voilà, un long portefeuille de brands. On va aller regarder ça tout de suite. Unilever brand, voilà, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on est dans la boisson, on est dans les produits de vaisselle, on va être dans les produits d'électroménager, on va être dans la consommation en tant que telle, on va être dans les déodorants, on va être dans les parfums, etc. Enfin, dans les parfums, on va être dans les gels douche. Donc on va être énormément diversifié. Donc c'est une boîte qui comporte assez peu de risques en soi et qui aujourd'hui a un PER qui pourrait être assez acceptable. Si on regarde le PER de l'entreprise, aujourd'hui on est sur un PER à 14 pour une entreprise de produits de consommation non durable. Donc si on va regarder par rapport à des concurrents qui pourraient y avoir, c'est-à-dire on pourrait prendre par exemple PSG et on regarderait un petit peu. Donc si vous regardez, Unilever a fait plus 13, sachant que PSG a fait plus 79 sur la période de 2017 à aujourd'hui, c'est-à-dire que PSG a pris à peu près, on pourrait dire un 8 ou un 9% par an et Unilever n'a rien fait du tout ou a stagné. On voit qu'elle a un PER de 24, Unilever on est sur un PER de 14, on voit qu'elles avaient pas mal été corrélées, et vous voyez qu'à partir d'ici on a une décorrélation, et Unilever on est sur une belle pente descendante. Alors pourquoi? Est-ce qu'on aura potentiellement un regain de l'action ou pas? Donc ça c'est quelque chose à aller déterminer dans les rapports financiers, à aller regarder, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous on va aller essayer de l'expliquer niveau quantitatif, donc est-ce que le revenu total a augmenté? Oui, mais de manière significative, non. Comparé à Procter Gamble, on voit que c'est un petit peu différent. Dépenses d'exploitation qui elles ont baissé, ça nous intéresse. Coût des marchandises qui augmente, ça c'est pas intéressant. On va les regarder un petit peu par rapport aux statistiques. Donc forcément, j'imagine une marge brute qui doit stagner, c'est le cas. Une marge opérationnelle qui doit augmenter, effectivement, parce qu'on voit qu'on a eu des dépenses en capital de maintenance qui étaient plus faibles. Une marge sur EBITDA, donc ça nous intéresse pas. Et des marges nettes qui tournent à peu près entre 11 et 12%. Donc on est sur une entreprise qui arrive à peu près à être intéressante. On va aller regarder un petit peu les marges nettes que pourrait faire Procter Gamble. Et on est sur des marges nettes qui, elles, tournent à peu près à 17%. Alors qu'ici, si on regarde nos marges nettes, on voit une augmentation, ou en tout cas, bon là, par rapport à 2019 ou 2018, on a eu une petite augmentation. Par contre, on voit ici que à partir de 2020, on a eu un total d'actions qui a augmenté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on voit que depuis ce jour-là, le ratio cours-bénéfice baisse de plus en plus. On va aller regarder rapport rendement des capitaux propres, on voit qu'il est toujours aussi important, rendement du capital investi. En tout cas, si on regarde seulement ces métriques-là, ça pourrait être une entreprise aujourd'hui intéressante à aller chercher. Maintenant, pourquoi est-ce que les actions ont été diluées? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller regarder ça dans le bilan à ce niveau-là. Alors, hop, à partir de 2017, c'était quand que ça a augmenté les actions? On est en 2020. D'accord, donc en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, on voit qu'on a eu 10 milliards d'actifs en plus, mais est-ce que ça équivaut en plus total du passif et des capitaux propres? On a eu des actifs immobilisés, c'est pas en immeuble, c'est dans immobilisation incorporelle, donc c'est en goodwill, c'est son goodwill et autres actifs incorporels qu'ils ont augmenté. Donc on va les regarder un petit peu en cash flow. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu un achat d'entreprise? Oui, pour 1,4 milliard, mais est-ce que ça compose? Est-ce que c'était intéressant d'émettre autant d'actions? C'est une question en fait, hein. On va aller regarder ça ici. Ici on voit voilà, émission, retrait d'actions, on a émis 6 milliards, on a émis 7 milliards. Alors qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent-là? Est-ce qu'on a remboursé la dette? Non, on voit qu'on continue à utiliser de la dette. Par contre, on verse un dividende et ce dividende-là est de plus en plus croissant par année. On a aussi, bon là, ça doit être activité de financement, 600 milliards, ça doit sûrement être les stock-based compensation, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dépenser ici en dépenses d'exploitation pour payer les gens, on va aller les payer en actions. Donc potentiellement, c'est pour ça qu'on a des dépenses d'exploitation qui n'augmentent pas. Voilà, regardez un petit peu voilà, le rapport de son T1. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui nous intéresse? Donc les sales qui augmentent, ça c'est intéressant. Donc sur le Q2, en tout sur le semestre, on est à 9.1. En termes de marge, donc on continue de prendre nos marges operating à 17. Ça bouge pas. Un EPS qui augmente de 3,9% par an, de 3,9 par rapport au dernier, et un free cash flow
toujours à 2,5 milliards, donc on est sur un secteur défensif, on n'a pas d'augmentation caractéristique, on n'a pas de relais de croissance infini, donc on est sur une entreprise qui, son but est de rester stable. Voilà, vous investissez sur la stabilité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est, voilà, win, brand and innovation. Est-ce qu'on va aller, là on a 14 brands qui nous génèrent plus de 1 milliard, donc on a 14 blockbusters, 55% de turnover, donc des personnes qui retournent aller vers ce genre de produit. Toujours intéressant, on accélère aux USA, en Inde et en Chine, on voit que c'est les croissances qui récupèrent, donc l'Inde qui prend la plus grosse croissante et on a la plus grosse. Et sur les pays donc émergents, on est à peu près sur 10,5, 10,6%. Donc potentiellement, on a des relais de croissance importants. Alors maintenant, allez regarder ça et allez mettre ça en rapport avec les chiffres de Procter Gamble, allez mettre ça en rapport avec les chiffres de Colgate-Palmolive, allez mettre ça en rapport avec les chiffres de Nestlé, etc. Comme ça, vous pouvez aller regarder un petit peu qui est-ce qui va récupérer la croissance des pays émergents, des pays qui commencent à faire le plus en plus d'enfants, sachant qu'on a un portefeuille de marques extrêmement diversifié. Donc on va aller toucher aux soins, on va aller toucher à la douche, on va aller toucher à la nourriture, on va aller toucher au plaisir. Mais alors, bien sûr, il faut évidemment se concentrer sur certains produits qui sont essentiels, c'est-à-dire en termes occidental, c'est-à-dire qu'en termes occidental, on va avoir par exemple les machines à laver, le lave-vaisselle, etc., qui vont être des choses dont on ne va pas pouvoir se couper. Par contre, dans les pays émergents, potentiellement, ce qui va être des glaces ou ce qui va être, etc., ça on l'avait vu, voilà, à ce niveau-là, tout ce qui va être ce genre de marque ici, on va sûrement pas en avoir l'intérêt. Et ce qui va avoir les marques ici, pareil, on va pas en avoir l'intérêt. Et ensuite, la question, ça va être, voilà, est-ce que ce genre de marque pourrait avoir une importance en Afrique, en Asie, en Océanie, etc. Regardez les relais de croissance, c'est quelque chose d'intéressant. En termes de diversification, on voit que l'Asie, Pacifique et Africa, donc les pays en voie de développement, sont les plus gros relais de croissance, en tout cas les endroits où on va générer le plus d'argent. Voilà, là, vous voyez qu'ils prenaient Asie, Afrique, Middle East, Turquie, Russie, Ukraine, Biélorussie. Donc on est vraiment sur tout un paquet de pays. Maintenant, allez voir la croissance qu'on pourrait aller toucher en organique et la croissance externe si on sort de nouveaux blockbusters. Si vous appréciez le genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.